1967. Connue pour sa nature amicale et extravertie, elle s'est facilement fait de nombreux amis. À l'âge de 42 ans, elle est mère de 2 enfants, un fils et une fille, et mariée à Jack Giles, 46 ans. Leur vie commune est heureuse jusqu'au 29 août 2000, date à laquelle leur fille est retrouvée morte d'une overdose apparente. Cette perte a profondément affecté Jack, qui a eu beaucoup de mal à surmonter son chagrin. 2 ans plus tard, la famille subit un nouveau coup dur. Le 15 avril 2002, Myriam se lève tôt avec l'intention de faire de l'exercice, mais décide de se recoucher. Alors qu'elle se couche, elle entend une forte détonation et découvre que Jack, qui est allongé à côté d'elle, s'est tiré une balle dans la tête. Malgré ses efforts pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur les instructions d'un opérateur de la ligne 911, il n'était déjà plus là. À la suite d'une perte aussi profonde, d'abord sa fille et maintenant son mari, un ami a offert à Myriam une chance de prendre un nouveau départ. L'ami lui a suggéré de venir en Floride. Il y a un poste à pourvoir dans un studio de danse pour un instructeur, ce qui est parfait pour toi puisque tu aimes la danse. Alors que leur fils a choisi de rester en Floride, où il se sentait chez lui, Myriam était prête pour un nouveau départ et a décidé de s'installer. Alors qu'elle enseignait au studio de danse, Myriam a rencontré Alan Helmick, 62 ans, qui prenait des cours de danse de salon. Alan est originaire de Delta, dans le Colorado, et a travaillé comme courtier en hypothèque avant de prendre sa retraite. Alan venait de perdre sa femme de 30 ans, Sharon, décédée d'une crise cardiaque en 2003. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 14 ans. Alan a sombré dans une profonde dépression après la mort de Sharon, mais un ami lui a suggéré de prendre des cours de danse pour l'aider à reprendre goût à la vie. Alan a suivi le conseil et, grâce à la danse, Myriam a ravivé son sens de la vitalité. Leur relation s'est développée et ils ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Alan, désireux de rendre Myriam heureuse, commence à la gâter, ce qu'elle accepte volontiers. Quelques mois plus tard, ils vivaient ensemble et 1 an plus tard, ils étaient mariés. Alan a pu offrir à Myriam le style de vie luxueux qu'elle avait toujours désiré. Elle a réalisé son rêve de posséder un studio de danse et il lui a également acheté une maison de 3200 pieds carrés à Grand Junction qu'elle a utilisée pour son entreprise d'élevage de chevaux. Myriam a fait remarquer un jour avec humour qu'elle avait mis du temps à trouver Alan parce qu'il était la seule personne dont le portefeuille était assez grand pour répondre à ses exigences. En avril 2008, les 2 investissements d'Alan et Myriam, le studio de danse et la ferme équestre, étaient en grande difficulté car aucun ne générait de bénéfices. Bien que ses avocats lui aient déconseillé ces entreprises en raison de leur manque de rentabilité, Alan espérait redresser la situation et était animé par le désir de rendre Myriam heureuse. À l'approche de leur 2e anniversaire de mariage, Alan a dû prendre la décision difficile de vendre l'entreprise. Le 30 avril 2008, Alan et Myriam se rendent à la société de gestion des titres de propriété pour s'occuper des formalités administratives de la vente. Après avoir reçu le chèque, ils se sont arrêtés dans une supérette. Myriam est entrée à l'intérieur, laissant Alan attendre dans la voiture. Soudain, l'arrière de la voiture d'Alan prend feu. Il s'est précipité hors du véhicule, paniqué. Heureusement, le feu est relativement faible et n'enflamme pas le réservoir d'essence plein. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert dans le coffre du véhicule ce qui semblait être un morceau de corde brûlée provenant du réservoir d'essence. Il s'agissait d'un ancien modèle de voiture dont le réservoir d'essence était situé à l'arrière, près du coffre, ce qui est plus courant sur les véhicules plus anciens. La police a commencé à avoir des soupçons lorsque Myriam a semblé disparaître au cours de l'incident. Elle explique qu'elle est allée à la supérette pour aller aux toilettes, mais Alan fait remarquer qu'elle s'est d'abord rendue dans le coffre. Myriam prétend qu'elle est simplement allée changer de chaussures. Alan, ne voulant pas croire que Myriam ait pu être impliquée, rejette l'incident comme une possible farce de gamin à vélo et dit à la police qu'il s'agit probablement d'un coup d'éclat enfantin. Il n'en a pas tenu compte, notant que la voiture n'avait subi que des dégâts minimes. Le 10 juin 2008, alors que Myriam était sortie faire des courses,
elle a prévu de rencontrer Alan pour le déjeuner. Après avoir attendu au restaurant pendant une longue période sans le voir, elle est rentrée chez elle. En entrant, elle a découvert sa maison en désordre. Tiroirs ouverts, objets éparpillés, tout semblait avoir été saccagé. En fouillant davantage, elle a trouvé Alan étendu sur le sol, apparemment mort d'une blessure par balle. Lorsque la police et les inspecteurs arrivent à la maison, leur première tâche est d'évaluer ce qui a été volé et ce qui reste. Quelques détails laissent penser qu'il s'agit d'une mise en scène et non de l'œuvre d'un voleur ordinaire. En particulier, des objets de valeur tels que les bijoux de Myriam étaient toujours présents et plusieurs armes à feu ont été trouvées dans la maison. En y regardant de plus près, les inspecteurs ont remarqué que les tiroirs de la cuisine avaient été sortis d'une manière qui semblait inutile, comme s'ils avaient été fouillés pour le spectacle plutôt que pour trouver des objets de valeur. Il semblait peu probable qu'un voleur cherche des objets de valeur parmi les ustensiles de cuisine. Les inspecteurs ont donc soupçonné qu'il s'agissait d'une mise en scène. Myriam a été interrogée. Elle a donné un compte-rendu clair de sa journée, étayé par les reçus de ses achats et de ses repas. Lorsqu'on lui demande si elle a des soupçons sur les responsables, elle mentionne Alan Jr., qui a été exclu du testament en raison d'un problème de drogue. Alan l'avait exclu du testament principalement pour le protéger de l'autodestruction. Cela a soulevé des questions. S'agissait-il d'un acte de vengeance? Alan Jr. était-il impliqué ou cherchait-il à obtenir de l'argent de la drogue? Alan a été abattu d'une balle de calibre 25 et une vérification rapide a révélé que le couple possédait une telle arme. Cependant, l'arme a disparu et a été présumée volée lors du cambriolage, ce qui en fait le seul objet dérobé. Les inspecteurs disposaient d'un indice important, mais devaient déterminer comment il s'inscrivait dans le cadre de l'enquête. Quelques jours plus tard, Myriam et une amie rentrent chez elle et trouvent une carte de vœux manuscrite déposée à leur porte. On pouvait y lire « Alan était le premier. Vous êtes la suivante. Cours, cours, cours. » Myriam, qui avait déjà dit à ses amis qu'elle se sentait traquée, a vu dans cette carte la confirmation de ses craintes. Elle l'a signalée à la police, qui l'a prise comme preuve. Cependant, ils ont trouvé le message plutôt ringard et n'étaient pas sûrs de sa signification. Le code barres au verso avait été enlevé, ce qui laissait supposer que l'expéditeur voulait cacher l'endroit où la carte avait été achetée. Effrayée, Myriam prend l'avion et retourne dans sa Floride natale. Elle retrouve son amie Aline Lee et quelques mois après avoir perdu Alan, Myriam se remet à fréquenter des hommes. Myriam m'a dit « J'ai trouvé ce site web », raconte Aline Lee. Elle m'a même dit « Il doit gagner au moins 500 000 $ par an. C'est une chercheuse d'or. » Pendant ce temps, la police du Colorado continuait d'enquêter sur le meurtre d'Alan Elmick. Ils ont retourné chaque pierre et toutes les pistes pointaient vers Myriam. Alan Jr. a été mis hors de cause lorsque la police a appris qu'il se trouvait hors de l'état au moment de la mort de son père. La police se concentre sur la mystérieuse carte de vœux envoyée à Myriam. La police a contacté le fabricant de cette carte et cette carte exacte a été vendue sur un marché de la ville proche de la résidence des Elmick. En visionnant les images de sécurité, ils ont vu Myriam acheter la carte, ce qui a confirmé leurs soupçons. Myriam a ensuite déclaré à la police qu'elle avait inventé cette carte parce qu'elle n'avait pas l'impression que les autorités prenaient l'affaire au sérieux et qu'elle avait peur. Elle a déclaré qu'elle espérait que la carte aiderait la police à être plus vigilante quant à sa sécurité et à l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a découvert des détails troublants sur le passé de Myriam, notamment la mort de son premier mari, Jack Giles. L'autopsie a révélé que Jack avait reçu une balle dans le côté droit de la tête et ses proches ont noté qu'il était gaucher, ce qui soulève des questions sur les circonstances de sa mort. De plus, lors de l'appel 911, Myriam avait laissé entendre qu'elle avait pratiqué un massage cardiaque, mais il n'y avait pas de sang sur elle à l'arrivée de la police, ce qui a jeté le doute sur son récit. L'enquête a également révélé que Myriam était la bénéficiaire des polices d'assurance vie de son mari et de sa fille. Elle avait dilapidé les fonds qu'elle avait reçus de CS Police. 6 mois après la mort de Jack,
un tribunal a ordonné à Myriam de donner la moitié de l'argent de l'assurance de Jack à l'enfant de ce dernier, né d'une précédente relation. Cette obligation financière l'a incité à déménager de Floride au Colorado. Mais au fur et à mesure que les enquêteurs creusent, le comportement de Myriam avant le meurtre semble de plus en plus suspect. Une recherche dans l'historique de son ordinateur a montré qu'elle avait consulté des sites tels que overdose de Viagra, mort par Ambien et mort par lisinopril. À l'époque, Alan prenait beaucoup de médicaments et était en grande partie cloué au lit. Les autorités ont appris que, plus tôt dans l'année du décès d'Alan, elle avait tenté en vain d'obtenir une police d'assurance de 2 millions de dollars pour Alan, sans jamais le lui dire. On a ensuite appris que Myriam avait falsifié au moins 7 chèques au nom d'Alan, pour un montant total d'environ 16 000 dollars. La banque d'Alan avait également essayé de le contacter parce qu'une somme importante avait été prélevée sur son compte pour payer des prêts commerciaux. Myriam, alors âgée de 51 ans, a été arrêtée le 8 novembre 2008 à Jacksonville, en Floride. Au moment de son arrestation, la police a découvert qu'elle était en possession de cartes de crédit, d'un permis de conduire et d'autres objets au nom de la première femme d'Alan. Myriam a essayé de prendre l'identité de Sharon. Au cours du procès, les procureurs ont évoqué les faux chèques et l'incendie de la voiture que Myriam était soupçonnée d'avoir provoqué. L'accusation a également reproché à Myriam d'avoir mis le feu à la maison de son père après avoir prétendu qu'elle lui avait volé de l'argent. Lorsque Myriam vivait en Floride, elle a admis avoir essayé d'encaisser des chèques contrefaits. Bien que déclarée non coupable, elle a également été accusée de détournement de fonds par son patron dans le cadre d'un précédent emploi dans le Mississippi. L'accusation a fourni un mobile. Myriam craignait qu'Alan ne découvre qu'elle avait falsifié des chèques et pris son argent. En décembre 2009, Myriam a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de contrefaçon. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre, à 48 ans supplémentaires pour la tentative de meurtre et à 60 ans pour la falsification. La police a tenté d'inculper Myriam pour les meurtres de son premier mari, Jack Giles, et de leur fille. Le dossier n'était pas assez solide et les causes de leur mort restent le suicide par balle et l'overdose de drogue. Sidney Irene Loof est née le 21 août 1993 à Broken Bow, dans le Nebraska. Élevée à Arcadia par ses parents George W. et Susie Loof, Sidney et sa famille ont déménagé à Neligh vers 2000. Elle était reconnue pour ses talents de pêcheuse. Bien qu'elle ait pratiqué le basketball et le golf pendant ses années d'école, sa participation au sport a été réduite en raison de la scoliose qu'elle a développée à l'adolescence. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Neligh-Oakdale en 2011, elle a trouvé un emploi dans un magasin Menards situé à proximité. Le 16 novembre 2017, un jeudi, Sidney Loof, âgée de 24 ans, était censée travailler chez Menards à Lincoln, au Nebraska, où elle occupait le poste de caissière. Cependant, elle ne s'est pas présentée à son poste et n'a informé personne de son absence. Inquiets, SIS collègues, ses amis et sa famille ont tenté de la joindre par téléphone et par SMS, mais n'ont reçu aucune réponse. La famille de Sidney a déménagé à Neligh lorsqu'elle était en 2e année. Sa mère, Susie, était enseignante spécialisée, tandis que son père, George, était directeur d'école. Ils ont maintenu un lien étroit, et même après que Sidney a déménagé de Menards à Norfolk, à la succursale de Lincoln, ils ont fait des efforts pour rester en contact régulièrement, se rencontrant souvent pour dîner. Sidney se rendait fréquemment chez elle, notamment le week-end du 10 novembre, lorsque Susie l'a raccompagnée à Lincoln après le dîner. Sidney était aux prises avec une dépression et trouvait ses médicaments inefficaces, ce qui l'a poussée à consulter un nouveau médecin qui lui a prescrit d'autres médicaments. Tout au long de la semaine du 13 novembre, Susie a noté une amélioration de l'humeur de Sidney qui exprimait un désir de changement, notamment en cherchant un nouvel emploi. Néanmoins, lorsque Sidney ne s'est pas présentée au travail et que ses collègues ont alerté sa famille, les inquiétudes se sont accrues malgré le comportement positif de Sidney depuis quelque temps. Les parents de Sidney ont visité son appartement en duplex
et ont constaté que Sydney était absente, mais que son chat adoré, Mimsy, était toujours présent. Cela a immédiatement accru l'inquiétude de Suzy, qui savait que Sydney ne laisserait pas son chat seul pendant une période prolongée, sans nourriture ni eau. Craignant le pire, ils ont signalé la disparition de Sydney à la police. Auparavant, la police avait procédé à un contrôle du bien-être de Sydney à la demande de S.A. collègues. Bien que rien ne semble anormal à l'intérieur de l'appartement, hormis l'absence d'eau pour Mimsy, l'état verrouillé de l'appartement et la voiture de Sydney garée à l'extérieur suggèrent qu'elle n'est pas simplement sortie brièvement. Bien qu'il n'y ait aucun signe apparent d'acte criminel, la famille de Sydney reste convaincue que quelque chose ne va pas et la police prend ses inquiétudes au sérieux. Suzy a informé la police qu'elle soupçonnait sa fille d'être allée à un rendez-vous dans la soirée du 15 novembre. Elle a fourni une capture d'écran d'un message Snapchat de Sydney contenant une photo d'elle avec la légende « Prête pour mon rendez-vous ». Les amis de Sydney ont corroboré cette information, confirmant qu'elle avait prévu de rencontrer une femme nommée Audrey avec laquelle elle s'était connectée sur Tinder. Après avoir examiné les relevés téléphoniques de Sydney et les images de surveillance de son lieu de travail, les autorités ont identifié une personne avec laquelle elle devait s'entretenir de toute urgence. La dernière fois que le téléphone de Sydney a capté une antenne cellulaire, c'était dans le quartier de Wilbur, à proximité d'un appartement occupé par une femme du nom de Bailey Boswell. Les enquêteurs pensent que Bailey, âgée de 26 ans, est la personne que Sydney a rencontrée dans la nuit du 15 novembre sous le nom d'Audrey en ligne. Lorsque la police l'a contactée, Bailey a affirmé qu'elle et Sydney avaient eu 2 rendez-vous, le second ayant eu lieu dans la nuit du 15 novembre, la veille du jour où la disparition de Sydney a été signalée. Bailey déclare qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Sydney depuis lors et qu'elle ne sait pas où elle se trouve. La police avait l'intention de poursuivre les discussions avec Bailey, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle s'est enfuie avec son petit ami de 52 ans, Aubrey Trail. Tout en échappant aux autorités, Bailey et son petit ami Aubrey Trail ont publié sur Facebook des vidéos affirmant leur innocence concernant la disparition de Sydney et exprimant l'espoir qu'elle revienne saine et sauve. Bailey a prétendu avoir eu 2 rendez-vous avec Sydney, déclarant qu'elle l'avait déposée chez un ami et qu'elle n'avait plus entendu parler d'elle depuis. Dans une vidéo, elle s'est excusée auprès de la famille de Sydney, niant toute implication dans sa disparition et exprimant son souhait de voir Sydney se rétablir rapidement, la décrivant comme une personne merveilleuse. Après plusieurs jours de poursuite, la police a fini par localiser Bailey et Aubrey Trail dans un hôtel de Branson, dans le Missouri. Malgré leurs tentatives pour échapper à la capture, les forces de l'ordre ont réussi à les appréhender. Malheureusement, plusieurs semaines après la disparition de Sydney, une analyse approfondie du téléphone de Bailey et des relevés de localisation a permis à la police de découvrir les restes de Sydney. Il est choquant de constater que le corps de Sydney a été démembré et que ses restes ont été divisés en 14 parties et placés dans des sacs poubelles en plastique noir dispersés dans les fossés du comté de Clay. Il est à noter que certains organes de Sydney, dont son cœur, ont disparu. Bailey et Aubrey ont été accusés de meurtre au 1er degré, d'élimination inappropriée de restes humains et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Alors que Bailey a plaidé non coupable des 3 chefs d'accusation, Aubrey a plaidé non coupable du meurtre et de la conspiration, mais a admis sa culpabilité pour l'élimination inappropriée de restes humains. Bien que des procès séparés aient été ordonnés, l'accusation a présenté des dossiers essentiellement identiques contre Bailey et Aubrey. Les procès se déroulent à Lexington, la défense estimant que la grande publicité faite autour de l'affaire empêcherait la tenue d'un procès équitable à Wilbur. L'accusation a affirmé que Sydney avait été assassinée par strangulation dans le cadre d'une attaque préméditée et méticuleusement planifiée par Aubrey et Bailey pour réaliser un fantasme sexuel dépravé. L'accusation a soutenu qu'Aubrey et Bailey étaient à la tête d'un groupe cherchant à recruter des jeunes femmes pour des activités sexuelles, Bailey utilisant Tinder pour trouver des victimes potentielles. Les preuves présentées au jury indiquent que Bailey a pris contact avec Sydney via Tinder,
ce qui a conduit à un rendez-vous au cours duquel ils ont conduit, conversé et consommé de l'alcool et des substances interdites. Bailey a ensuite organisé une nouvelle rencontre avec Sidney dans la nuit du 15 novembre, demande que Sidney a acceptée. Bailey a amené Sidney dans l'appartement qu'il partageait avec Aubrey dans le sous-sol de Wilbur. Selon l'accusation, à l'arrivée de Sidney, Bailey et Aubrey l'ont immédiatement attaqué, l'étranglant avec une rallonge électrique sur le sol du salon. Ils ont affirmé que Sidney avait été tué dans les 24 minutes suivant son entrée dans l'appartement. Après le meurtre, Bailey et Aubrey ont méticuleusement nettoyé l'appartement, ce qui faisait partie de leur plan prémédité, a soutenu l'accusation. Ils ont ensuite démembré Sidney et se sont débarrassés de ses restes dans le comté de Clay le lendemain, 16 novembre. Les images de surveillance présentées au jury montrent Bailey et Aubrey en train d'acheter des outils de démembrement et des produits de nettoyage le 15 novembre, quelques heures seulement avant le meurtre de Sidney. Le témoignage de leur propriétaire, Jennifer Cole, a révélé que le 16 novembre, en entrant dans la maison, elle a détecté une forte odeur d'eau de javel et de Clorox, indiquant qu'un grand nettoyage avait été effectué. Il a été établi que la mort de Sidney était un homicide par strangulation, comme l'a révélé l'autopsie pratiquée sur les 13 parties du corps retrouvées. L'examen a révélé des abrasions sur les poignets de Sidney, une blessure à la tête, des lobes d'oreilles déchirés, ainsi que des abrasions et des ecchymoses dans le dos. Les blessures défensives suggèrent que Sidney s'est battu pour sa vie. Le docteur Michel Elief, médecin légiste, a déclaré au tribunal que la cause du décès de Sidney était un homicide par strangulation. Les rapports toxicologiques ont révélé la présence d'antidépresseurs dans l'organisme de Sidney. En outre, il a été noté au cours de la procédure qu'en dehors des organes manquants, la partie du corps de Sidney qui n'a pas été retrouvée est la partie supérieure de son bras gauche, plus précisément la zone située au-dessus du coude et au-dessous de l'épaule. Au cours du procès d'Aubrey, il s'est emporté, proclamant avec véhémence l'innocence de Bailey dans la mort de Sidney. « Bailey est innocent, je vous maudis tous ». Il s'est ensuite infligé des blessures en se tranchant la gorge à 3 reprises avec une lame de rasoir. Après cet incident, Aubrey n'a pas assisté au procès pendant 2 semaines. Lorsqu'il réapparaît enfin dans la salle d'audience au cours de la phase de défense, uniquement pour témoigner, il est amené en fauteuil roulant et fait remarquer au juge avec un sourire en coin « Je vais être bon ». Il est rare qu'un accusé témoigne à son propre procès en raison des risques encourus, tels que révéler trop d'informations, avoir du mal à répondre efficacement aux questions ou faire preuve d'hostilité à l'égard des avocats qui l'interrogent, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur la perception du jury. Toutefois, dans le CS d'Aubrey, sa décision de témoigner n'était pas aussi inhabituelle en raison de ses nombreuses interactions antérieures avec la police après son arrestation. Lors des premiers interrogatoires de police qui ont suivi son arrestation, Aubrey a raconté une histoire bizarre concernant une prétendue secte sexuelle dont lui et Bailey auraient fait partie. Il a parlé de sorcellerie, a affirmé être un vampire capable de voler et s'est présenté comme le chef d'un culte sexuel